Bonjour, bienvenue dans cette masterclass Lean Square. Je suis Dominique Maggiatordi, je suis spécialiste en gamification. Plus exactement, je suis passionné par la gamification, c'est-à-dire l'exploitation des techniques du jeu pour créer plus d'engagement auprès des utilisateurs au sens très large. Ça peut être des employés, ça peut être vos collaborateurs, ça peut être les utilisateurs de votre application ou de votre logiciel. J'ai coutume de commencer avec cette phrase de Platon, qu'on lui attribue en tout cas. On dit qu'on en apprend plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Je crois que c'est vrai, je crois que le jeu est un formidable révélateur de personnalité et donc nous permet de comprendre mieux les gens et donc les utilisateurs ou les employés dans un cadre professionnel. La gamification, c'est l'utilisation des techniques du jeu pour créer plus d'engagement. Ce n'est pas du jeu en soi, ce n'est pas du Super Mario, ce n'est pas des jeux vidéo, c'est reprendre ce qui fonctionne dans les jeux vidéo principalement pour créer de l'engagement. Le mot-clé, c'est engagement. Et notamment dans les entreprises où aujourd'hui les collaborateurs sont souvent, en tout cas on les dit, démotivés ou difficiles à motiver, eh bien c'est une des techniques qui peut être utilisée par le management pour créer plus de motivation. C'est souvent le meilleur moyen, en fait, de créer plus de motivation dans un environnement qui, au départ, n'est pas ludique. Je vous donne un exemple. Since Burger King came back to France in 2014, every opening looked like a never-ending Beatles concert. To get your burger, you have to wait and wait and wait. People have been patient, but after a few months, they began to be angry and complain about the queue. So we created Whopper Fast Pass, a mobile game to entertain you while you wait and to skip the line if you win. Whopper Fast Pass is the first mobile game you can win only if you're geo-localized while queuing at Burger King. The game is simple. You only need to choose your meal and then defend it as long as you can against the swarm of hungry hands. In a few months, with less than 20 restaurants and no media investments, the app has been downloaded more than 230,000 times. Some of them earned the right to jump the queue, but more importantly, we offered everyone an entertaining and funny way to wait. Voilà, j'aime beaucoup l'exemple Burger King parce que c'est une parfaite illustration d'un contexte où la motivation est extrinsèque. C'est-à-dire que l'exemple du jeu que Burger King a lancé, qui permet aux personnes qui attendent dans une file d'attente de jouer en attendant, et s'ils gagnent au jeu, d'accéder au Fast Pass, c'est-à-dire de franchir devant tout le monde la file d'attente, c'est un exemple de motivation dans un contexte extrinsèque. Ça veut dire que quand on est face à cette file d'attente, ce n'est pas parce qu'on aime attendre dans une file qu'on attend. C'est parce qu'on veut son Whopper, on veut son burger. Quand vous étudiez, pour la plupart des étudiants, c'est parce que vous voulez votre diplôme. Quand vous travaillez, malheureusement, pour la plupart des personnes qui travaillent, c'est surtout parce qu'on veut aller chercher son salaire. Eh bien, ça, c'est une motivation extrinsèque. Et dans le cadre d'une motivation extrinsèque, la gamification peut aider à apporter du fun dans un parcours qui ne l'est pas au départ. Mais là où la gamification est encore plus simple à appliquer, c'est lorsque la motivation est intrinsèque. L'exemple que je vous donnais précédemment du collaborateur qui n'a pas tellement envie de travailler, qui veut simplement aller chercher son salaire, est évidemment caricatural. Il y a également plein de collaborateurs qui aiment leur travail et qui sont très motivés pour y aller. Vous avez des personnes qui étudient et qui étudient en groupe et qui sont passionnées par la matière qu'ils étudient. Dans ces cas-là, on dit que la motivation est au départ intrinsèque. L'activité que l'on fait, on la fait parce qu'on aime la faire. Je vous donne un exemple, c'est lorsque vous avez par exemple décidé de faire du sport, pour perdre du poids, pour ce que vous voulez, etc., et que vous prenez goût à l'activité sportive. Dans ce cas-là, votre motivation est intrinsèque, vous le faites pour vous-même et parce que vous en avez envie, mais au-delà de ça, vous-même allez chercher les outils qui vont vous aider à rester motivé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 72% des coureurs amateurs en Europe utilisent une application de type Runkeeper, Runtastic, Nike+, que vous connaissez probablement. Pourquoi ? Parce qu'elles souhaitent compléter leur motivation ou garder leur motivation intacte en se fixant des objectifs, en suivant un parcours de progression, en relevant des défis, etc. Je suis dans le cas, je ne cours pas beaucoup, mais si je dois sortir de chez moi pour partir courir 5 ou 10 km, il me faut mon application Nike+. Parce que j'ai tout mon historique, mais finalement mes objectifs sont fixés par l'application et j'en ai besoin. Et vous avez certaines applications qui vont beaucoup plus loin, comme Zombie Run, qui est un succès aux États-Unis, 1 million de joueurs. Dans ce jeu de course, en fait, vous courez, mais vous êtes poursuivi par des zombies. Et tout se passe dans le casque, et vous devez courir selon des objectifs à atteindre, sinon vous vous faites rattraper par les zombies et vous perdez la partie. Ce jeu a un succès fou, et ils en sont à leur 6e saison. Ils n'appellent pas ça des versions, ils appellent ça des saisons, parce que ce sont les scénaristes de Netflix qui contribuent à la rédaction des scénarios. Alors les jeux
nous apprennent beaucoup de choses. Et par rapport à un contexte professionnel ou par rapport à l'utilisation d'une application, si vous êtes en mode startup et que vous développez un logiciel ou une app, qu'est-ce qu'on trouve dans les jeux qu'on ne trouve pas dans l'environnement normal? Première chose, c'est que dans les jeux, les objectifs sont clairement définis. C'est une des grandes vertus du jeu. Dans un jeu, je sais quel est le but, je sais où je vais. Si vous jouez au Trivial Pursuit, vous avez 6 camemberts à aller chercher et on vous explique comment il faut faire pour les atteindre. D'accord? Donc cette facilité de définition des objectifs qui est dans un jeu est très rassurante et très motivante. C'est un peu lié, mais dans un jeu, vous avez également un meilleur score keeping, c'est-à-dire qu'on vous évalue en permanence dans un jeu. Vous savez où vous en êtes. Je reprends mon exemple du Trivial Pursuit. S'il faut atteindre 6 camemberts pour gagner la partie, vous êtes à 4 camemberts sur 6, vous êtes à 2/3 de votre parcours. Et mieux que ça, si vous regardez les autres joueurs et que vous voyez que les autres joueurs sont à 1, 2 camemberts, c'est que vous êtes devant. Et s'ils sont à 5, 6 camemberts, c'est que vous êtes derrière. Et donc vous êtes bien ou pas bien dans la partie. À nouveau, cette transparence dans l'atteinte d'objectifs ou la progression par rapport à des objectifs, c'est le facteur clé d'un jeu. Et malheureusement ou heureusement pour moi qui en ai fait mon métier, on le retrouve beaucoup trop peu dans l'environnement professionnel ou dans les interfaces logicielles. Dans un jeu, vous avez également beaucoup plus de feedback que dans la vie réelle. Dans la vie réelle, imaginons que vous venez de terminer un projet fantastique dans votre entreprise, c'est le jour où vous lancez ce projet, et vous aimeriez tellement que ça se sache, et que tout le monde voit que ce projet, vous l'avez réalisé peut-être 20% plus rapidement que le temps prévu. Or, personne ne s'en rend compte, tout le monde s'en fiche, parce que ce n'était pas le moment, parce qu'il y avait d'autres projets, etc. Vous n'avez pas un score, et vous n'avez pas un feedback qui est assorti à ce score. Dans les jeux, vidéo principalement, le feedback est permanent. Il est constant, il est même parfois coaché, c'est-à-dire que vous avez un personnage ou un compagnon de jeu qui va vous accompagner et vous dire si vous êtes bien ou pas bien dans votre jeu. Si vous jouez à Candy Crush par exemple, vous verrez que les premières parties de Candy Crush, c'est du feedback permanent. Bravo, tu progresses, tu as compris un truc que tu n'avais pas compris avant, etc., etc. Dans la plupart des nouveaux jeux de stratégie vidéo qui sont très intéressants à étudier, notamment pour faire un parallèle avec le management, vous avez différentes façons de gagner, avec différentes stratégies, différentes méthodes que vous pouvez adopter pour vaincre le jeu. J'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, dans un jeu, surtout vidéo à nouveau, qui est bien fait, vous avez un coaching du jeu qui est consistant, qui est cohérent par rapport à votre parcours de progression dans le jeu. Je reprends Candy Crush. Quand vous jouez à Candy Crush, les premières parties, on vous accompagne, parfois de manière un peu infantilisante dans le jeu, parce que vous n'y connaissez rien, et on essaie de vous faire progresser le plus rapidement possible en étant très très didactique. Si le jeu vous parlait de la même façon après 50 ou 60 parties, vous ne joueriez plus, parce que c'est trop neuneux. Et donc le jeu s'adapte à votre niveau et votre dextérité dans le jeu pour pouvoir vous parler correctement. Et donc, cette culture du jeu peut induire 3 habitudes, 3 façons de faire qui sont très très importantes pour progresser et pour avoir de bons résultats. Cette culture de la progression. Dans un jeu, vous avez la culture de la progression. Une notion de transparence. Transparence à la fois au niveau des règles qui sont fixées. On vit dans un monde qui est très incertain, notamment un monde professionnel, où on nous donne des règles, mais en fait tout le monde ne les respecte pas, où elles changent, etc. Dans un jeu, normalement les règles sont fixées, normalement tout le monde les respecte, et en plus elles sont fixes, elles ne bougeront pas. Et enfin, la troisième habitude qu'on peut avoir dans un jeu, c'est qu'on peut rapidement se projeter dans un personnage, ou se projeter dans l'identification du joueur qu'on est devenu dans le jeu. Je reviendrai également là-dessus un peu plus tard. Voilà. Et globalement, cette approche de gamification, dans le domaine applicatif, qui concerne beaucoup de startups, c'est l'opposition entre le monde précédent, le monde ancien, qui est le monde fonctionnel. On parle de Function Focus Design, les Américains parlent beaucoup de ça, et le Human Focus Design. C'est-à-dire qu'on design une application, on design un site web, d'abord en fonction de ce qui engage les utilisateurs, de ce qui va les motiver, et de pourquoi ils vont cliquer, pourquoi ils vont avoir envie d'aller plus loin dans votre parcours et dans votre application. C'est typiquement l'expérience qu'on peut connaître avec un Uber, par exemple. Quand Uber est arrivé à révolutionner l'univers des taxis, Uber est une application en partie gamifiée. Dans Uber, il y a des codes qui correspondent à des codes de jeu. Et c'est des facteurs engageants. C'est-à-dire que vous suivez le taxi qui va vous conduire d'un point A à un point B, est évalué, et il a son propre score, et vous êtes acteur de son score. Et ça, c'est un des facteurs de succès clés de Uber et d'autres applications du même type. Il y a 4 grands domaines d'application à la gamification. Le premier domaine, c'est la vie de tous les jours. Je vous donnais un exemple avec le jogging que vous pouvez faire avec des applications comme Nike Plus ou Runkeeper, mais il y a également pléthore d'applications pour arrêter de fumer,
suivre un régime, devenir un meilleur parent, etc., etc. Voyons, je vais en venir. La gamification, c'est dans le daily life, dans le quotidien, c'est fortement lié au concept de self-assessment. On vit dans un monde, et ça s'accélère, où tout le monde veut s'évaluer en permanence. Le self-assessment, c'est est-ce que je suis un bon papa? Est-ce que je suis un bon conducteur? Est-ce que je suis un bon citoyen? Ça part dans tous les sens, et on voit de plus en plus d'applications de self-assessment. Deuxième domaine dans lequel on peut appliquer la gamification, et c'est celui dans lequel je suis le plus actif, c'est le workplace. Donc c'est l'environnement de travail, et c'est la gamification pour motiver les employés, motiver les équipes à être plus engagées dans ce qu'elles font. Et j'inclus de manière plus globale l'éducation et l'apprentissage dans cette partie-là. Troisième domaine, c'est le produit, donc en lui-même, que le produit soit une application ou un logiciel, ou que le produit soit physiquement un objet. Il peut être lui-même un jeu, ou en tout cas, il peut inclure une partie ludifiée dans son design, dans son interface. Et enfin, le marketing, qui est probablement le domaine où c'est le plus connu, puisque ça fait des années et des années que les marques font des jeux pour faire jouer leurs clients, leurs consommateurs, pour mieux faire aimer et connaître leur marque. Dans la vie de tous les jours, je vous ai donné quelques exemples et lors de la masterclass, j'aurai l'occasion de m'attarder sur ces sujets. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Dans le workplace, je vais vous donner quelques exemples très très précis parce que c'est ce que je développe avec mon équipe. Ce sont des applications qui s'adressent à des processus business bien identifiés et qui permettent, grâce au jeu, de créer plus d'engagement et donc d'atteindre plus de résultats. Ce qui est important de comprendre à ce stade-ci, c'est que lorsque vous faites jouer les gens, si vous êtes dans la gamification, ce n'est pas pour le plaisir du jeu. Vous vous servez du plaisir du jeu pour atteindre de meilleures performances. C'est un peu différent, mais il ne faut pas oublier cet objectif-là, objectif de performance. Premier exemple, on a créé une application qui s'appelle Pick Me Up, qui est un outil qui s'inspire d'ailleurs très fortement des applications que je vous citais précédemment, les applications de sportifs, mais c'est un outil de vente et d'animation commerciale. Donc Pick Me Up est utilisé par plusieurs milliers de commerciaux aujourd'hui. Pick Me Up a été intégré à la suite logicielle Effici, donc fait partie aujourd'hui de Effici CRM, qui est le principal CRM belge indépendant, et complète idéalement justement ce CRM en s'occupant de la partie animation commerciale. Dans Pick Me Up, les commerciaux ont des jeux, des challenges, des défis, des niveaux à accomplir, et finalement vendent mieux grâce à cette émulation. Deuxième exemple, une application qui s'appelle Hunters, qui est un jeu de recrutement par cooptation. Donc dans Hunters, et c'est tout nouveau, on vient de la sortir, dans Hunters, vous pouvez, si votre entreprise a des jobs qui sont vacants, vous pouvez proposer des candidats, c'est ce qu'on appelle la cooptation. Et lorsque vous faites ça, vous rentrez dans un parcours de jeu où vos candidats vont vous rapporter des points à chaque fois qu'ils franchissent une étape dans le processus de recrutement. Donc imaginons qu'il y ait 4 étapes, le CV, le test, l'entretien final d'évaluation, etc. Et bien à chaque fois, vous êtes informé et vous voyez votre candidat progresser. Et vous voyez vos différents candidats, parce que vous pouvez avoir proposé différents candidats. Vous gagnez des points qui sont échangeables dans un shop, et jusqu'à, si votre candidat a la chance d'être recruté au final, une prime en argent, en euros. Troisième exemple d'application, Happyformance, qui s'attaque, elle, à la gestion des objectifs en mode collaboratif. Donc là, on est dans l'anti-compétition, on est vraiment dans l'hyper-collaboratif. On veut que des équipes réussissent ensemble, soudées autour d'un objectif commun. Et à travers des approches de type jeu, où vous avez un petit bateau qu'il faut faire évoluer, donc vous commencez avec une petite barque qui doit devenir un magnifique 5 mâts, et des notions de monnaie, donc vous engrangez des 1000 marins, c'est votre monnaie d'atteinte d'objectifs, mais vous avez également des Happy Coins, qui est une monnaie collaborative, où vous êtes récompensé pour les efforts collaboratifs que vous faites. Parce que vous avez accueilli un nouveau collaborateur qui a intégré l'équipe, parce que vous avez pris des initiatives qui vont dans le sens commun, etc. C'est très, très nouveau, c'est très adapté aux nouvelles méthodes de management, notamment ce qu'on appelle les entreprises libérées. Voilà, je vous ai donné 3 petits exemples de comment la gamification peut être utilisée et avec des résultats concrets dans le cadre d'un environnement de travail et de la motivation et de l'engagement des équipes. Le troisième domaine, c'est le produit. Donc si votre start-up est concentrée sur la création d'un produit, ce produit peut faire appel aux techniques du jeu. Je vous donne un exemple concret. C'est une boîte que j'adore qui s'appelle Colibri. Il s'agit d'une brosse à dents connectée. Donc cette brosse à dents contient des capteurs qui vont mesurer l'intensité du brossage. Donc est-ce que vous brossez les dents doucement ou fortement? Est-ce que vous allez bien dans tous les endroits de votre bouche pour vous brosser les dents correctement? Et ça s'adresse principalement aux enfants, avec un succès fou sur les enfants. Dans la tranche de 5 à 9 ans,
ils améliorent de manière substantielle la qualité du brossage de dents. Pourquoi? Parce qu'ils font oublier aux enfants qu'ils se brossent les dents. Ils ont greffé à cette brosse à dents un jeu qui est sur le smartphone. Et ce jeu, c'est un jeu de collecte de pièces d'or, un jeu pirate. Et donc l'enfant se brosse les dents, sa brosse à dents devient un joystick, et finalement il oublie qu'il se brosse les dents. Ce que je vous disais tout à l'heure avec cette notion de motivation extrinsèque qui devient une motivation intrinsèque. Ils ont eu tellement de succès avec cette première version qu'ils ont signé un accord avec Ubisoft, et que désormais le nouveau jeu qui est sorti, c'est un jeu Lapin Crétin. Ils ont une licence Lapin Crétin sur cette application. Voilà, et enfin, je vous disais, peut-être le domaine où c'est le plus connu et courant, marketing gamification, c'est-à-dire comment on fait jouer nos clients pour créer une expérience interactive avec des clients, souvent, la plupart du temps, autour d'une marque. Alors, ceci étant posé comme introduction, la gamification, c'est plus scientifique qu'on ne le croit, c'est-à-dire qu'on adapte des techniques du jeu dans un contexte qui n'est pas ludique au départ, et on ne le fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire qui sont vraiment plus ou moins scientifiques, qui ont en tout cas fait leurs preuves. Par exemple, le parcours du joueur. Dans la plupart des jeux, vous allez retrouver quasiment le même parcours du joueur en 5 étapes. Première étape, c'est la phase d'identification. Dans un jeu, que ce soit un jeu vidéo, un jeu de cartes, un sport, vous partez de votre personnage, c'est toujours vous, c'est le même vous, mais c'est le vous dans le jeu. Je vais prendre 2 exemples extrêmes. Si vous jouez à World of Warcraft, jeu de rôle, jeu de vidéo, vous pouvez devenir un elfe, vous pouvez devenir un dragon, un chevalier, etc. Mais quand vous partez jouer au badminton le mercredi soir avec des collègues, la tenue que vous allez enfiler, c'est également votre identification. Vous avez choisi telle couleur, telle marque, telle texture, etc. Quand vous jouez au Monopoly, et vous savez, on a tous fait ça au moment de décider qui prend quelle pièce, on dit donne-moi le dé à coudre, donne-moi le bateau, enfin peu importe. Ok, d'accord, mais une fois que vous avez le dé à coudre, vous êtes le dé à coudre. Et dans votre subconscient, c'est la pièce la plus importante du jeu, parce que c'est la vôtre. Cette phase d'identification est très importante et souvent négligée. Et pourtant, elle est clé. Je m'amuse toujours à voir sur mon application, je suis sur ING en home banking, donc ma banque, mon application, j'ai mon avatar, j'ai ma photo ou un avatar au choix que je peux mettre sur mon application, et pourtant personne ne voit mon application, c'est mon application bancaire, donc je ne la partage pas, je ne la montre pas à tout le monde. Mais j'ai besoin, en tout cas les designers du jeu ont estimé que j'avais besoin de l'application, Lapsus, ont estimé que j'avais besoin d'avoir cet avatar présent, parce qu'il me rappelle l'environnement des autres applications où je suis identifié. Phase d'identification, elle est clé et elle est malheureusement souvent négligée. Ce n'est pas la plus importante. La phase la plus importante dans un jeu, c'est ce qu'on appelle onboarding, la phase de découverte du jeu. Si vous commencez à jouer au tennis pour la première fois de votre vie et que vous arrivez sur un terrain de tennis et que vous rencontrez votre professeur de tennis qui va vous accompagner pendant les 2 heures qui vont suivre, c'est le onboarding. Vous n'êtes pas encore du tout en train de jouer au tennis. Vous êtes simplement en train de vivre le début de soupçon, de démarrage d'une expérience par rapport au tennis. Vous allez sentir l'odeur de la terre battue pour la première fois, vous allez toucher une balle, vous allez faire un geste pour envoyer la balle de l'autre côté, vous allez écouter les premiers conseils de votre prof. Ce n'est pas encore du tennis, c'est simplement de la découverte. Et vous allez vous dire, tiens, ce truc pourrait m'intéresser. J'aime beaucoup les sensations que je ressens dans cette phase de découverte. Pour ensuite passer à la phase d'apprentissage réel, ce que les Américains appellent le scaffolding, donc l'échafaudage, où vous allez aller d'essai en erreur, de frustration en moment de succès, pour devenir meilleur en tennis ou dans n'importe quelle autre discipline. Cette phase, elle est simplement conditionnée à 2 éléments, c'est que pour pouvoir rester motivé en phase d'échafaudage, il faut que le jeu ne soit pas trop difficile, sinon vous aurez la frustration de ne pas progresser assez vite, vous ne vous sentirez pas bon, ou c'est trop compliqué, etc., et vous risquez d'abandonner. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et que le jeu soit trop facile. Parce qu'à ce moment-là, vous avez une phase, c'est pas très intéressant non plus de progresser trop facilement ou de gagner trop facilement. Jusqu'à ce que vous arriviez à la phase de maîtrise du jeu ou de la discipline. Et quand vous êtes en phase de maîtrise, ça ne veut pas dire que vous êtes devenu le meilleur joueur du monde. Ça veut dire que vous avez atteint un palier où dans ce palier, vous vous sentez confortable. Vous êtes au tennis, vous jouez désormais des coups revers, coups droits, il y a peut-être 9 revers sur 10 qui passent le filet, mais vous êtes à votre niveau de maîtrise et vous prenez un plaisir complet dans ce jeu. Et puis vous avez des jeux qui ont vocation à vous rendre addict ou en tout cas très habitué. Donc, par exemple, moi je suis joueur d'échecs, j'y joue très peu souvent, parce que je n'ai pas beaucoup d'adversaires autour de moi qui jouent aux échecs. Mais quand j'en croise un, peut-être 2 fois ou 3 fois par an, je fais une petite partie d'échecs. Ça veut dire que je suis addict au jeu, mais de manière très irrégulière, mais je sais que toute ma vie je jouerai aux échecs. Vous avez également des jeux
où ça s'arrête parce qu'on n'a plus envie d'y jouer, soit pour de bonnes raisons, soit pour de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le jeu devient ennuyeux ou répétitif, ou alors trop difficile, ou alors le jeu s'arrête parce qu'il a une fin. Quand vous jouez à Super Mario, vous arrivez au niveau 8.8, normalement c'est fini, même si on sait qu'il y a un petit monde secret 8.9, mais normalement quand vous avez fait tous vos niveaux, c'est très, il y a très peu de joueurs qui ont envie de refaire tout le parcours. Donc le parcours du joueur, c'est clé. Pensez-y, dans toute application mobile que vous allez développer, dans tout logiciel, dans tout site web applicatif, il y a ce parcours. Vous allez retrouver ce parcours. Et donc, c'est important de vous adresser à vos joueurs, entre guillemets, au bon moment dans leur parcours de progression. Et puis peut-être plus important, si nous sommes tous des joueurs, nous ne jouons pas pour les mêmes raisons. On ne joue pas au même jeu. Et d'ailleurs, si on ne joue pas au même jeu, c'est parce que ces jeux sont connotés par rapport à des profils de joueurs. Il y a une étude très sérieuse qui est faite sur 32 000 joueurs qui jouent à des jeux vidéo et leur transposition en termes de profil dans la vie réelle, qui a permis d'identifier 4 grandes familles de joueurs que j'ai personnellement découpées en 8 sous-catégories. Comment est-ce qu'on classe les joueurs? Selon 2 axes. Les joueurs, ils veulent soit prendre le contrôle, soit s'adapter. Prendre le contrôle de quoi? Prendre le contrôle des autres joueurs ou prendre le contrôle du jeu ou du contexte. Ou s'adapter aux autres joueurs ou s'adapter au contexte ou au jeu. Si vous voulez prendre le contrôle des autres, ça veut dire que vous voulez les dominer, ça veut dire que vous voulez les battre, vous voulez les éliminer, vous êtes un killer, vous êtes un tueur. Si vous voulez prendre contrôle de l'environnement du jeu, ça veut dire que vous voulez le maîtriser, c'est personnel, ça n'a rien à voir avec les autres, vous voulez devenir bon dans le jeu. À ce moment-là, vous êtes un accomplisseur, un achiever. Si vous voulez vous adapter aux autres, c'est plus subtil que simplement écouter ce qu'ils ont à vous dire, vous êtes un socializer, et vous privilégiez les interactions avec les autres au détriment du score du jeu, qui vous intéresse peut-être moins. Et enfin, si vous voulez vous adapter au jeu que vous découvrez, à l'environnement, etc., c'est que vous êtes un explorateur et que vous aimez ça, vous adaptez à un nouvel environnement. Et derrière ça, c'est plus compliqué, parce que si vous êtes un tueur et que vous aimez dépasser les autres, soit vous aimez le faire dans les règles de la compétition, à ce moment-là, vous êtes un compétiteur. Mais si vous aimez simplement la victoire et que peu importe si vous respectez les règles ou pas, vous êtes un assassin. Dans les équipes commerciales, j'ai eu le plaisir ou le déplaisir de croiser parfois des assassins qui sont des personnes qui veulent la victoire à tout prix. Et donc souvent, qui peuvent tricher dans le jeu pour réussir. Un compétiteur n'aime pas tricher parce qu'il ne trouve pas de plaisir à gagner en n'ayant pas respecté les règles. Les accomplisseurs, pareil, il y a 2 catégories très nettes. Ceux qui aiment devenir les meilleurs, mais vraiment les meilleurs dans une seule discipline, se perfectionner au maximum, donc la maîtrise totale, sont les spécialistes. Et puis il y a ceux qui sont accomplisseurs de manière générique et générale, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle discipline, ils veulent devenir bons dans cette discipline et aller très loin dans le parcours d'apprentissage pour la maîtriser, pas forcément devenir le meilleur joueur du pays, mais donc c'est quelqu'un qui va commencer des cours de cuisine thaïlandaise, qui va passer son permis poids lourd camion, qui va comme ça collectionner les disciplines. Dans les socializers, ce profil est très important parce que c'est le plus courant dans la population. On est en général un mélange de 2-3 profils. Lors de la masterclass, j'aurai le plaisir de vous faire un test pour que vous identifiez quel est votre profil dominant. On en a normalement tous un qui ressort un peu plus. 40% de la population a un profil socializer dominant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, d'abord les autres avant de penser au score du jeu ou de l'exercice en cours. Mais de manière différente, avec 2 sous-catégories. Certains recherchent la popularité, c'est ce que j'ai appelé les rockstars, et certains recherchent l'utilité, se sentir utile, jouer un rôle dans l'équipe. Un des jeux qui est le plus analysé en gamification, c'est World of Warcraft, avec 12 millions de joueurs ou 15 millions de joueurs pour l'instant. Et dans ce jeu, tous les profils trouvent leur bonheur. Parce que, et notamment les socializers, font partie d'une tribu, font partie d'une guilde. Et dans cette guilde, chacun a des rôles, si en tout cas le chef de guilde fait correctement son travail. Et donc les socializers peuvent se battre contre d'autres, comme les killers, mais à condition de le faire pour leur famille, pour leur tribu, pour leur clan. Et c'est un moteur qui est très très fort. Et enfin, les explorateurs, c'est par contre beaucoup plus rare, c'est le profil le plus rare dans la population. Pourquoi? Vous allez reconnaître pourquoi ils sont plus rares, parce qu'ils adorent le changement. Ils n'ont pas peur du changement. Les explorateurs le cherchent, le changement, et ce sont les personnes qui, dans un contexte professionnel, ne voient pas de problème de changer de fonction, relever un nouveau défi, partir dans un autre pays. Voilà. Et donc c'est très difficile à manager, puisque les explorateurs, il faut les nourrir en surprise, en changement et en défis nouveaux. Vous avez 2 catégories là-bas aussi, ceux qui sont vraiment dans la découverte de choses nouvelles et ceux qui sont beaucoup plus dans la résolution de problèmes et qui acceptent de remettre en cause régulièrement leur façon de penser. Les personnes qui aiment les casse-têtes, les
personnes qui aiment les défis, donc ceux que j'ai appelés les détectives. Voilà, donc je vous ai présenté le parcours du joueur, c'est très important, les profils types des joueurs. Donc je résume, les tueurs sont très sensibles à la notion de classement. Je vais même le dire dans l'autre sens. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est un tueur, si vous jouez avec lui et que vous ne lui offrez pas cette possibilité de compétition, il va probablement ou elle va probablement être malheureuse. C'est essentiel pour un tueur. Les accomplisseurs ne sont pas insensibles au classement, ils aiment ça, à condition que le classement ait un sens au niveau de la dextérité, de la qualité de progression en termes de niveau. Mais ils sont beaucoup plus intéressés justement par cette notion de niveau. Et en fait, en gamification, vous avez plein de techniques, plein de concepts. Ce qui est le plus important, ce sont les niveaux. Parce que les niveaux, c'est ce qui permet de rester motivé par étape, par palier, et c'est ce qui est le plus juste dans un jeu. C'est cette notion de niveau. Quand vous jouez à un jeu comme Diablo et que vous êtes au niveau, je sais pas moi, 112, ben normalement tous les joueurs de niveau 112 sont du même niveau. Si vous êtes meilleur que ça, vous allez passer directement, rapidement au niveau 113, 114, 115. Et si vous êtes moins bon, vous êtes en dessous. C'est un peu la même chose à nouveau au jeu d'échecs, où le classement holo est très bien fait, et normalement il est très très juste en termes de niveau. Quand vous voyez le niveau d'un joueur, ça correspond vraiment à son niveau de qualité. En entreprise, c'est le contraire. Ce qu'on confond souvent avec les niveaux, ce sont les titres. On peut se retrouver dans une multinationale où vous avez par exemple 10 brand managers, 10 senior brand managers, des super brand managers, et en fait ces 10 personnes n'ont pas le même niveau. Elles sont arrivées à cette fonction par des parcours différents. Un a peut-être eu une promotion interne et a vraiment fait ses preuves en interne dans l'entreprise, a eu des promotions sur ses compétences et sur ses réalisations. Un autre est peut-être un transfert d'un concurrent, et en fait on ne le connaissait pas très bien, mais il avait réussi à arriver à cette place-là, et on voulait absolument avoir quelqu'un de la concurrence. Un autre a peut-être fait une grande école, un autre est arrivé par copinage, etc. Enfin, toujours est-il que, sur 10 personnes qui ont le même titre, il est très difficile et très rare de trouver le même niveau. Ça n'arrive pas dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, on n'a pas ce problème-là. Et les accomplisseurs recherchent cette transparence de progression. Je vais vous donner un exemple concret, réel, c'est le TOEFL, l'examen anglais international de TOEFL. Vous avez des niveaux, ces niveaux sont transformés en points, et vous savez exactement quel niveau d'anglais il vous faut pour atteindre le niveau 4, par exemple, soyez fluent à l'oral, il faut, je ne sais plus, 400 points, et pour atteindre ces 400 points, il y a des exercices très clairs qui sont à atteindre. C'est un des leviers qui est trop peu employé dans les entreprises et que les employés demandent. Ils demandent à être évalués de manière beaucoup plus transparente et beaucoup plus juste. Et pour ça, les niveaux, c'est la clé. Les socializers sont ni sensibles au classement ni au niveau, puisqu'ils ne sont pas intéressés, ou pas tellement que ça, par les classements et par les points. Ils sont intéressés par les interactions avec les autres joueurs. Mais ça aussi, ça se score. Dans les réseaux sociaux, notamment dans Facebook, si vous êtes dans ce profil avec, vous savez, il y a les deux sous-catégories, mais si vous êtes plus attiré par la popularité, le fait que les autres vous envoient des signaux positifs par rapport à l'affection qu'ils vous portent ou l'intérêt qu'ils vous portent, bah Facebook, c'est clairement ça. Un socializer qui tombe dans le piège de Facebook, c'est quelqu'un qui poste un article, il voit qu'il a 47 likes, l'article suivant, le post suivant, il a 20 likes, c'est clairement un score pour un socializer. Donc il est également possible de scorifier le parcours d'un socializer. Et enfin, les explorateurs, eux, c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont pas sensibles au score, ils ne sont pas sensibles à la popularité, ils sont très solos, ils sont sensibles à la découverte. C'est pour ça qu'un jeu comme Minecraft a tellement de succès. C'est un jeu fait pour explorateurs. Pourtant, l'interface n'est pas fantastique au niveau des graphismes, mais des millions d'explorateurs frustrés de ne pas trouver des jeux où ils peuvent libérer leur créativité, libérer leur sens de l'exploration, s'y retrouvent parce que dans Minecraft, il y a tout ça. Dans Minecraft, on fait quasiment ce qu'on veut, on part from scratch, il n'y a pas de règles, et c'est parti. Voilà. Et alors je verrai plus précisément en masterclass les 8 leviers du jeu qui ont été identifiés par Yu Kai-Shu, qui est un des gourous de la gamification, qui sont le sens épique, la faculté de progression, l'encouragement de la créativité, la possession ou la possessivité, l'influence sociale, la rareté, l'imprédictabilité et la peur de perdre. Ce sont les 8 leviers du jeu qui se cachent derrière tout ce que je viens de vous expliquer. Mais là, j'en aurai pour plus d'1 heure. Donc ce sera pour la prochaine fois. Je vous invite à venir à la masterclass et ensemble, on pourra explorer tout cet univers du jeu. À nouveau, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de comprendre comment fonctionnent les jeux, c'est parce que dans votre travail en tant que start-up, dans la création des logiciels et des outils que vous allez créer, je suis convaincu, et je ne suis pas le seul, beaucoup de start-up l'ont compris, que ça,
ce sera très utile dans votre user experience et dans la construction de votre outil. Voilà, à bientôt.